Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre premier cours de pharmacie de cette rentrée de deuxième semestre qui portera sur l'introduction à la pharmacognosie. Donc 4 cours vous seront présentés au cours de cette rentrée, donc 2 par moi-même. Donc je présenterai le troisième cours sur l'introduction à la chimie thérapeutique et 2 autres cours vous seront présentés par mon co-tuteur Félix et qui porteront sur la deuxième partie de la chimie thérapeutique et sur la stérilisation. Donc on va tout de suite commencer par le sommaire de ce cours. Donc on va commencer par une introduction avec une définition des mots-clés. Ensuite, on va passer au métabolisme végétal, donc qui sera divisé en 2 parties. Donc les métabolites primaires et les métabolites secondaires. Et pour finir, on parlera des sources actuelles de médicaments, donc notamment de l'homéopathie, de l'aromathérapie et de la phytothérapie. On verra pourquoi il ne faudra pas les confondre. Et voilà. Donc, depuis des millénaires, l'homme, il va utiliser les plantes pour de multiples fonctions. Par exemple, pour se vêtir, se nourrir, mais aussi se soigner. Et jusqu'au 19e siècle, l'homme a utilisé les plantes sur la base de traditions, transmises de génération en génération, permettant de distinguer deux types de médecine. Donc, on va distinguer donc la médecine savante, donc qui est une tradition écrite qu'on retrouve particulièrement en Chine, ou encore une médecine populaire qui est de tradition orale qu'on retrouve dans certaines régions du monde, comme par exemple l'Afrique. Je vais vous donner mon petit moyen mémotechnique que j'avais pour retenir ces deux types de médecine et ne pas les confondre. Tout simplement, c'est que dans tradition orale, on a un O, comme dans médecine populaire. Et enfin, donc les études phytochimiques et pharmacologiques donc des plantes ont permis du coup l'évaluation de l'activité pharmacologique ou encore la détermination structurale de molécules majeures de la thérapeutique actuelle. On va donc tout de suite passer au métabolisme végétal, donc pour cette seconde partie. Donc je vais vous donner une petite introduction que la prof donne souvent. Donc certaines personnes qui ont fait une spécialité SVT en première ou terminale ont dû voir. C'est que du coup l'approvisionnement de la plante en nourriture va se faire via des vaisseaux conducteurs qui transportent la sève brute et la sève ascendante. Donc, il faut savoir que les plantes sont des organismes vivants qui sont capables de synthétiser plusieurs centaines de molécules issues de deux types de métabolisme. Le métabolisme primaire, avec les métabolites primaires, et le métabolisme secondaire, avec les métabolites secondaires. Donc, on va tout de suite commencer par les métabolites primaires. Donc, les métabolites primaires sont indispensables à la vie de la plante et sont impliqués dans sa croissance et sa reproduction. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont indispensables, puisque sans eux, la plante ne pourrait pas vivre. Ils sont donc communs aux animaux et aux végétaux. Parmi eux, on va retrouver les acides aminés, les acides gras, les protéines, les lipides, les sucres simples ou encore les polysaccharides. Donc mon petit moyen mémotechnique pour retenir tout ça, c'était que acides aminés et acides gras, ça commençait par acide, donc facile à retenir. Ensuite, les sucres simples et les polysaccharides, ça va ensemble. Et enfin, donc les lipides et les protéines. Voilà, je me disais, lipides, protéines, on en a forcément, par exemple la protéine pour la synthèse de l'ADN, tout simplement pour nous en tant qu'humains. Donc facile à retenir. Ensuite, les métabolites secondaires. Donc, grande différence, premièrement, c'est qu'ils sont spécifiques aux végétaux. Ils sont issus de l'adaptation de la plante à son environnement et vont lui permettre de lutter contre de multiples agressions. Ils vont par exemple permettre de repousser les prédateurs et ils vont permettre d'attirer les pollinisateurs comme les abeilles. Ce sont donc des messagers chimiques qui sont utilisés donc entre végétaux, mais aussi entre végétaux et insectes puisqu'ils repoussent les prédateurs. Mais aussi ils attirent les pollinisateurs, donc les abeilles. Une grande diversité, on retrouve pour ces métabolites secondaires, on va retrouver des alcaloïdes, des polyphénols, des stéroïdes ou encore des terpènes. Donc, petit aparté, donc, ces 4 classes, on les retrouve de manière beaucoup plus précise dans un cours de deuxième année de pharmacie. Donc, afin d'assimiler donc, mieux ce cours et d'avoir une meilleure compréhension, je vous sortirai une petite fiche complémentaire sur ce cours qui vous permettra, pour les personnes par exemple qui ont besoin de comprendre pour apprendre,
d'assimiler encore mieux les notions. Donc elle ne tombera pas à l'EB, bien sûr, le contenu de cette fiche ne tombera pas à l'EB. Ensuite, donc dans les plantes, ces molécules, elles sont souvent présentes sous forme d'hétérosides. Donc qu'est-ce qu'un hétéroside? Donc un hétéroside, c'est une molécule complexe composée de deux parties. Donc une partie oxidique. Donc la partie oxidique, elle comprend un ou plusieurs sucres formant une chaîne glycosidique et le constituant principal est généralement le glucose. Et ensuite, vous avez une partie non oxidique qui est appelée aglycone ou génie. Un petit exemple d'hétéroside, la rutine, qui est présente dans le sophora ou encore le sarrasin. Petit moyen mémotechnique, dans rutine ça commence par un R, sophora il y a un R, sarrasin il y en a deux. Donc voilà, moi j'avais retenu ça comme ça. Comme je dis, c'est des moyens qui sont un petit peu bêtes, mais ça me permettait quand même de le retenir, donc je préfère vous le dire au cas où. Ensuite, donc la troisième partie de ce cours va porter donc, sur les sources actuelles de médicaments. Donc il faut savoir que les plantes ont une source importante de substances naturelles qui ont des structures chimiques très variées. Donc on utilise notamment pour les médicaments. Donc on va retrouver les quatre grandes sources principales. Donc la synthèse chimique, donc c'est la construction de la molécule entièrement. On va retrouver donc l'hémisynthèse. Donc l'hémisynthèse, c'est un petit peu une optimisation de la molécule puisque ça correspond à une modification d'une partie intéressante dans le but de modifier sa polarité, de diminuer sa toxicité et donc d'augmenter son activité. Les biotechnologies, donc ça c'est l'utilisation du génie génétique qui se développe de plus en plus de nos jours. Par exemple, pour les biotechnologies et le génie génétique, on va l'utiliser par exemple pour la production d'anticorps. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et pour les substances naturelles, ça c'est celles qu'on connaît, donc animales, minérales ou encore végétales. Donc ces substances sont le plus souvent localisées dans une partie de la plante ou sa totalité, qui sont désignées sous le terme de drogue végétale. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en gros sur le diaporama parce que c'est très important. Et tous les organes végétaux peuvent être des drogues végétales. Donc par exemple les feuilles, les fruits, les fruits, les racines, les écorces ou encore la fleur. Donc on retient bien. Et certaines de ces drogues végétales peuvent être des sécrétions ou des exudats. Donc comme par exemple l'exudat d'acacia que vous verrez dans mon deuxième cours sur la pharmacognosie, pas pour cette rentrée, mais je vous sortirai une fiche dessus. Ensuite, les plantes et les substances naturelles peuvent être utilisées dans diverses thérapeutiques. Donc là, je vous en présente les quatre sur ce diaporama. Donc on va commencer tout d'abord par l'homéopathie. Donc l'homéopathie, elle, utilise des substances naturelles de différentes origines et notamment végétales pour préparer donc des médicaments homéopathiques. Donc les médicaments homéopathiques, vous savez, c'est les petits médicaments qui sont conditionnés en tube sous la forme de granulés de saccharose qui sont imprégnés d'une dilution. Donc tout cela, on va le revoir un petit peu plus tard dans le cours. Ensuite, on va retrouver l'aromathérapie. Donc l'aromathérapie, c'est l'utilisation d'huiles essentielles issues de plantes aromatiques. Ensuite, on va avoir la phytothérapie. Donc la phytothérapie, elle, utilise des médicaments à base de plantes. Et enfin, l'allopathie utilise des molécules pures de différentes origines. Donc retenez bien la définition de ces quatre sources de médicaments, puisque les profs aiment bien faire tomber justement les définitions, mais qui sont un petit peu dans des ordres différents. Donc on retient bien, c'est important. Donc bien évidemment, on a plusieurs utilisations de ces plantes, par exemple dans les domaines tels que l'industrie des parfums, par leurs propriétés odorantes, la cosmétologie ou encore l'agroalimentaire comme l'huile essentielle de basilic. On va donc tout de suite passer maintenant à l'homéopathie. Petite définition de l'homéopathie, qu'est-ce que c'est? Donc l'homéopathie est une thérapeutique développée par Samuel Hahnemann, donc qui est un médecin chimiste allemand, à la fin du XVIIIe siècle. Donc celle-ci va reposer sur deux principes, donc la loi de la similitude ou encore la dose infinitésimale. Donc je vous en donner les définitions, donc c'est assez simple. Donc qu'est-ce que la loi de la similitude? Alors, selon Hahnemann, donc en fait, toute substance qui à dose pondérale est capable de provoquer des symptômes chez un individu sain peut donc à dose faible, donc qu'on appelle dose infinitésimale, soigner ces mêmes symptômes chez un individu, mais cette fois-ci qui est malade. Donc je vais vous donner un petit exemple juste après. Et donc, vous l'avez bien compris, une dose infinitésimale est une dose du coup qui est diluée.
Donc, on va prendre donc l'exemple de la teinture mère de Coffea. Donc, à dose pondérale, donc à dose très forte, cela va provoquer des excitations et des insomnies. Donc, si une personne, elle va présenter des symptômes d'insomnie liés à une excitation, en lui administrant justement une teinture mère de Coffea qui est diluée jusqu'à l'obtention d'une dose du coup très très faible, donc une dose infinitésimale, cela va pouvoir donc du coup traiter ce type d'insomnie. Donc voilà, c'est le principe justement de l'homéopathie. Donc les matières premières donc, utilisées dans ce type donc de procédé sont d'origine minérale, animale et végétale. Celles d'origine animale et végétale sont utilisées à l'état frais ou encore desséchées. Donc les médicaments homéopathiques, comme vous l'avez bien compris grâce à l'exemple, sont obtenus à partir de teintures mères. Donc les teintures mères, elles, donc, sont diluées et dynamisées, donc c'est-à-dire agitées vigoureusement. Les teintures mères sont donc préparées par macération la plupart du temps au 1/10 dans un mélange hydroalcoolique, généralement de l'eau et de l'éthanol. Et donc les différentes dilutions infinitésimales obtenues à partir de ces teintures mères servent notamment à imprégner des granules, donc des granules généralement de saccharose, par voie orale. Et donc maintenant, on va parler de l'exemple de l'arnica montana 5CH, donc qui est un exemple, je pense, qu'on connaît tous. Donc c'est une teinture mère qui est préparée à partir de la plante entière fraîche. Je souligne bien, plante entière fraîche. C'est très important. Avec de l'alcool, donc avec une teneur donc, à 45%. Et ce médicament homéopathique, il peut être utilisé chez une personne présentant notamment des traumatismes, comme des coups ou encore des contusions. Donc la cinquième centésimale hahnemannienne, donc C pour centésimale et H pour hahnemannienne, correspond donc à 5CH et obtenu en diluant et dynamisant 5 fois successivement au centième. Voilà, voilà. Et donc ces granules neutres encore sont imprégnés par la dernière dilution et conditionnés en tube. On va donc tout de suite passer à l'aromathérapie. Donc l'aromathérapie est une thérapeutique basée sur l'utilisation des huiles essentielles. Donc c'est obtenu à partir de plantes aromatiques et c'est un terme qui a été inventé par le pharmacien René Gadefosset en 1928. Bon, 1928 c'est un petit détail mais je vous l'ai quand même mis puisque c'est dans le cours. Donc on va les utiliser donc, par différentes voies d'administration, donc notamment la voie orale. Donc ça par exemple les huiles essentielles vous pouvez les retrouver dans des petites gélules justement parce que c'est un goût très fort et puis c'est sous forme liquide. Par la voie locale, donc ça c'est généralement le tea tree, donc qui est une huile essentielle qui a des propriétés antifongiques qu'on utilise par exemple pour l'acné. Et encore donc par diffusion, par inhalation, donc ça c'est généralement, vous savez, quand on a un petit peu des petites infections au niveau des voies respiratoires supérieures ou qu'on est un peu encombré, on va généralement donc mettre un petit peu d'huile essentielle dans de l'eau chaude et en fait on va respirer ces vapeurs et ça va permettre justement un petit peu de décongestionner. Donc bien évidemment, comme tout, on a des utilisations multiples. Donc l'industrie pharmaceutique, la parfumerie par les propriétés, odorantes, la cosmétologie ou encore l'agroalimentaire avec l'huile essentielle de basilic, comme je vous l'ai dit précédemment. On va donc, tout de suite maintenant, passer aux huiles essentielles et les définir. Donc, les huiles essentielles sont des produits odorants et volatiles, qui sont généralement de composition complexe. C'est souligné en rouge, c'est super important, donc on retient de composition complexe et pas de composition simple. C'est un piège QCM que je vais vous faire tomber, très, très souvent. Qui sont obtenus à partir d'une matière première végétale qui est botaniquement définie, soit par entraînement à la vapeur d'eau ou, par un procédé mécanique sans chauffage, qui sont, 2 techniques d'obtention, qu'on reverra juste après. On va avoir donc quelques caractéristiques physico-chimiques de ces petites huiles. Donc elles ont une densité inférieure à celle de l'eau. On expliquera pourquoi après, c'est intéressant. Elles sont très peu solubles dans l'eau, ça je pense que vous l'avez tous remarqué. Si vous mélangez quelques gouttes d'huile essentielle ou même d'huile avec de l'eau, vous allez obtenir justement une solution avec des gouttelettes et non une solution homogène. Elles sont incolores ou légèrement colorées, donc généralement elles sont soit incolores, soit un petit peu jaunâtres. Et elles sont liquides à température ambiante. Et je répète bien, à température ambiante et pas une autre température. Leur composition donc, repose sur un mélange donc, comment dire, de terpènes. Donc, qu'est-ce que sont les terpènes? Donc, les terpènes sont issus de la condensation d'unités variables d'isoprène
en C5H8N. Donc on va retrouver les monoterpènes et les sesquiterpènes. Donc les monoterpènes, eux, sont constitués de 2 unités d'isoprène et les sesquiterpènes de 3 unités d'isoprène. Le petit n, ça correspond au nombre d'unités. Et je vais vous donner des exemples. Donc par exemple, pour le monoterpène, on va retrouver le thymol, qui est présent dans l'huile essentielle de thym et qui a des propriétés anti-infectieuses. Et ensuite, pour les sesquiterpènes, on va retrouver par exemple le curcumène, qui est présent dans le curcuma, qui est une espèce rentrant dans la composition du curry. Et certaines huiles essentielles, pardon, contiennent des composés phénoliques. Donc les composés phénoliques, c'est un groupe chimique, donc c'est un benzène avec un OH, un groupement OH. Donc l'anétol qui est contenu dans l'huile essentielle du fruit de bâgène ou d'anis vert, avec du coup l'aldéhyde cinnamique dans l'écorce de cannelle. J'avais retenu donc aldéhyde cinnamique dans l'écorce de cannelle parce que dans cannelle, il y a de N comme dans aldéhyde cinnamique. Voilà, c'est un petit exemple. Tout est bien écrit dans ma fiche. Là, je vous l'ai dit comme ça à l'oral pour que vous ayez une première vision du cours. On va donc passer maintenant au procédé d'extraction de ces huiles. Donc, le premier, donc, il y a un procédé classique qui tient compte de leur caractère volatile et l'entraînement à la vapeur d'eau. Donc, les plantes vont donc soit être posées sur des crilles qui vont être traversées par de la vapeur, ou bien vont être en contact direct avec de l'eau portée à ébullition. Ensuite, on va obtenir donc un hydrolat ou encore une eau aromatique et de l'huile essentielle qui, toutes les deux, vont être séparées par différence de densité. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit que c'était très important. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le schéma. Donc, tout d'abord, donc, vous voyez donc en 1, donc on a une source de chaleur, donc ici le feu, donc qui va permettre donc, de porter l'eau à ébullition. On va donc obtenir donc, de l'eau sous forme de vapeur qui, donc du coup, va être mélangée donc, aux plantes aromatiques. Donc généralement, elles sont un petit peu broyées, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, donc, on va obtenir donc, de la vapeur d'eau qui est chargée en huile essentielle. Elle va passer par un réfrigérant qui va permettre donc de passer de l'état de vapeur à l'état liquide. Puis on obtient donc de l'eau et de l'huile essentielle qui vont être donc séparées par différence de densité. Et ensuite donc on a le deuxième procédé, donc qui est un procédé mécanique sans chauffage, donc qui lui est plutôt utilisé donc dans le cas des agrumes à l'état frais, donc par exemple les citrons, les oranges, les pamplemousses. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit icône de citron, comme ça c'est plus facile à retenir. On va donc passer ensuite à un magnifique tableau qui va vous présenter des exemples d'utilisation des huiles essentielles. Et je tiens à préciser que ce tableau est à apprendre par cœur. C'est très intéressant en plus de savoir quelle huile essentielle a quelle propriété, mais c'est surtout que vous allez avoir un deuxième cours sur la pharmacognosie qui va justement porter sur toutes ces huiles essentielles, ces plantes et leur utilisation. Donc on retient. Donc tout d'abord, on a l'huile essentielle d'eucalyptus, qui a des propriétés antiseptiques des voies respiratoires et riche en eucalyptol. On va retrouver l'huile essentielle de menthe, qui a un antispasmodique au niveau digestif, et cette fois-ci, elle est riche en menthol. Vous voyez que c'est assez facile à retenir, eucalyptol, eucalyptus, menthe, menthol. L'huile essentielle de lavande, quant à elle, a des propriétés sédatives et a peu d'effets secondaires, et elle a aussi des propriétés cicatrisantes. C'est généralement une huile essentielle qu'on retrouve dans les crèmes pour réparer la peau. Et ensuite, vous avez les huiles essentielles d'agrumes qui ont des propriétés sédatives et calmantes qui sont obtenues à partir d'essences d'agrumes qui sont retrouvées dans le zeste. Donc ça, c'est aussi important. Elles contiennent des flavonoïdes et les agrumes sont des rutacées. On retient puisque c'est déjà tombé au concours. Voilà, j'essaye de vous cibler un peu les parties importantes, notamment avec les petits cœurs sur les diapositives. Mais voilà, à l'oral, j'essaye de vous dire ce qui peut généralement tomber. De toute manière, vous le verrez dans les annales. Donc maintenant, les huiles essentielles, elles sont toxiques à très très forte quantité. Comme par exemple les huiles essentielles qui sont riches en quinone, et bien, ils ont des cétones neurotoxiques. Donc on fait attention. Notamment aussi les huiles essentielles qui sont riches en eucalyptol, menthol et camphre sont utilisées avec prudence, notamment chez les enfants de moins de 6 ans, par les recommandations en teneur de l'ANSM. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau réglementaire, depuis 2007, la vente de 15 huiles essentielles est réservée aux pharmaciens, comme par exemple les huiles essentielles de sauge, d'hysope ou d'absinthe. Malheureusement, là-dessus, j'ai pas trop de moyens mémotechniques. Moi, je l'avais retenu en revoyant plusieurs fois le cours. Donc, je vous invite à faire de même. Ensuite, on va voir la phytothérapie.
Donc, qu'est-ce que la phytothérapie? Donc, la phytothérapie est une thérapeutique qui utilise les médicaments à base de plantes, médicaments dont les substances actives sont exclusivement des drogues végétales. Et je dis bien, sont exclusivement des drogues végétales. On retient bien. Les drogues végétales peuvent être utilisées en l'état ou bien sous forme de préparation à base de drogues végétales. Petit aparté sur les drogues végétales et la pharmacopée, je ne vous l'ai pas écrit sur la diapositive, mais tout est écrit dans ma fiche, pour ceux qui veulent avoir la fiche à côté pour suivre. Donc, il faut savoir que les principales drogues végétales sont inscrites à la pharmacopée européenne et ou à la pharmacopée française. Donc, qu'est-ce que la pharmacopée? Donc, la pharmacopée, c'est un ouvrage réglementaire qui est destiné à être utilisé par les professionnels de santé, donc que ce soit les médecins, les pharmaciens ou encore d'autres professionnels de santé, où les drogues végétales y figurent sous la forme de monographie. Elles vont donc avoir donc des caractéristiques. Donc, on va pouvoir retrouver leurs critères botaniques, on va pouvoir retrouver la caractérisation de la drogue végétale ou encore les méthodes d'analyse pour assurer le contrôle et la qualité d'une drogue végétale. Ensuite, donc, il faut savoir que les drogues végétales sont des produits qui sont homogènes et qui sont obtenus donc, en soumettant les drogues végétales à divers types de traitements, tels que l'extraction, la distillation, l'expression ou encore le fractionnement. Petit moyen mémotechnique, encore une fois. Mon moyen mémotechnique, c'était EDF. Et vu qu'il y avait 2 fois des E, bah, je me disais EEDF. Voilà, c'est un peu bête, mais ça me permettait de le retenir. Et ensuite, ces préparations peuvent être liquides ou solides. Donc, on va tout de suite voir donc, les préparations liquides. Donc, les préparations liquides sont des préparations obtenues par extraction avec un solvant, qui est le plus souvent de l'eau ou un mélange eau-alcool. Et donc, celles-ci vont correspondre aux teintures mères et aux extraits fluides. Donc, concernant les teintures mères, donc, ce sont des préparations liquides qui sont généralement obtenues au 5e ou au 10e, par macération ou percolation. Un petit exemple, par exemple, pour une partie de la plante, on va retrouver 5 parties de solvant. Ensuite, concernant les extraits fluides, donc les extraits fluides, ce sont aussi des préparations liquides, dont une partie en masse ou en volume va correspondre à une partie en masse de la drogue végétale. Un petit exemple, pour mieux comprendre, à partir d'1 kg de drogue végétale, on va obtenir 1 kg d'extrait fluide. Voilà. On va tout de suite donc passer maintenant aux préparations solides. Donc ces préparations solides vont pouvoir être obtenues par division, pulvérisation des drogues végétales ou par extraction avec un solvant approprié. On commence par la division. Donc la division correspond à une réduction en taille qui est réservée à la forme tisane. Donc la tisane, c'est une préparation aqueuse buvable obtenue par décoction, infusion et macération. J'ai mis des petits plus puisque c'est un QCM qui est déjà tombé à Marseille, donc on retient. Et les plantes pour tisane sont constituées d'une ou plusieurs drogues végétales qui vont être présentées soit en vrac, soit en sachet infusette. Vous savez, c'est les petits sachets qu'on boit en fait nous-mêmes, qu'on met dans l'eau chaude, etc. Ça correspond à ça. Et un petit exemple, donc l'aubépine, la passiflore et la valériane, donc qui sont 3 plantes qu'on utilise généralement dans les troubles du sommeil. Ensuite, donc on va avoir la pulvérisation. Donc la pulvérisation, ça permet d'obtenir des poudres euh, très très fines, de plantes très fines, qui vont pouvoir être présentées sous la forme soit de gélules, soit de comprimés. Donc gélules, bah, c'est les gélules qui sont tout simplement remplies par de la poudre. Et les comprimés, eux, c'est juste une compression de poudre. Puis après, on va rajouter des excipients, de petits exemples. Donc, les gélules à base de poudre de millepertuis, donc qui sont utilisées dans les dépressions légères à modérées, ou encore les gélules de poudre de racine de ginseng qui sont utilisées dans la fatigue passagère. Et enfin, on va retrouver donc l'extraction avec un solvant approprié, donc qui sont obtenus après évaporation du solvant ayant servi à l'extraction. Donc en effet, donc ces extraits secs, ils sont des mélanges complexes de diverses classes chimiques, notamment des métabolites secondaires, qui qui vont agir de manière synergique, c'est-à-dire qu'en fait, ça va potentialiser l'effet de chacun de ces métabolites. Et ces extraits secs, ils vont donc constituer des substances actives utilisées dans la fabrication de médicaments à base de plantes, bien sûr, et présents sous différentes formes galéniques, par exemple les sirops, les gouttes, les crèmes, les gélules. Un exemple, donc les gélules à base d'extraits secs de feuilles de vigne rouge qui sont utilisées dans l'insuffisance veineuse, ou encore les gélules à base d'extraits secs de fleurs de calendula qui sont utilisées dans les dermocosmétiques pour les bébés. Et enfin, je vais vous faire une dernière petite aparté donc, sur les différents statuts des médicaments à base de plantes. Donc tout est écrit dans ma fiche. Donc les médicaments donc, traditionnels à base de plantes
qui nécessitent un dossier d'enregistrement auprès de l'ANSM, à condition que ces médicaments soient utilisés depuis au moins 30 ans, donc 15 ans, dans l'Union européenne. Quant aux médicaments à base de plantes à usage médical bien défini, bien établi, les industriels doivent quant à eux déposer un dossier d'AMM, pas un dossier d'enregistrement, un dossier d'AMM auprès de l'ANSM et ces médicaments doivent être utilisés depuis au moins 15 ans dans l'Union européenne. Donc ce cours est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc dans le troisième cours sur l'introduction à la chimie thérapeutique. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les fiches, les diaporamas, si les supports vous plaisent, puisque ce sont vos supports. Donc j'essaierai de m'adapter au mieux. Et vous aurez aussi des petits QCM, des DM qui sortiront pour vous entraîner.